Portugal sur le sujet du jour qui est comment organiser son patrimoine dans le cadre d'une expatriation au Portugal. Alors, donc, je voudrais rajouter quelques mots, Olivier, parce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on est un réseau d'experts, comme le nom l'indique. On a une équipe à Paris, on a une équipe à Lisbonne. Et donc, Olivier fait en fait partie de l'équipe à Paris qui travaille en amont pour aider en fait les Français qui souhaitent donc s'expatrier au Portugal. Mais si vous avez d'autres questions qui sont liées soit à la France, soit au Portugal, donc, on peut aussi vous aider en fonction de vos besoins. Alors, je propose, Olivier, que l'on entame la présentation. De toute façon, j'enregistre et j'enverrai par la suite donc l'enregistrement à tous les retardataires. Très bien. Donc, le sujet du jour, alors attendez, l'expatriation au Portugal. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'expatrier au Portugal? Historiquement, le Portugal, c'était surtout une destination de retraités qui souhaitaient améliorer leur pouvoir d'achat en s'expatriant, parce que forcément, le coût de la vie est beaucoup moins cher là-bas. Maintenant, ça devient aussi une population très attractive pour les actifs, tranche d'âge 30-40 ans, qui sont freelance, qui sont entrepreneurs. Il y a beaucoup d'événements de la tech qui sont organisés au Portugal, comme le Web Summit qui est organisé à Lisbonne tous les ans. Donc, c'est une destination vraiment dynamique qui a un certain nombre d'atouts, les paysages, la qualité de vie, la sécurité que la destination offre, et surtout donc pour attirer les étrangers. Le Portugal a mis en place 2 systèmes attractifs fiscalement. Le système RNH, non résident habituel, et le Golden Visa, donc qui permet en fait d'avoir des exonérations d'impôts sur le revenu à des personnes qui viennent s'installer au Portugal. Alors, la présentation d'aujourd'hui, je vous propose de la dérouler de la manière suivante. D'abord, faire un rappel sur ce qu'est le régime de faveur RNH, les conditions qu'il faut pour en bénéficier, ce que ça apporte quand on s'expatrie au Portugal dans ce cadre. Ensuite, un petit point sur les aspects civils et fiscaux à prendre en compte dans le cadre d'un projet d'expatriation, donc les points à avoir en tête, les pièges à éviter. Et enfin, les conséquences à en tirer, du coup, en termes d'organisation patrimoniale, avant de partir ou quand on est au Portugal. Je crois que vous pouvez poser les questions si vous en avez dans le chat, et Rachel me les posera à la fin du webinaire. Oui, je vais te laisser dérouler pour l'instant. D'accord, très bien. Donc, le régime de faveur RNH, c'est un dispositif qui a été créé en 2008 au Portugal, qui concerne aujourd'hui plus de 30 000 personnes et qui permet concrètement aux non-résidents portugais qui rentrent dans les clous d'être exonérés d'impôts au Portugal sur l'ensemble de leurs revenus étrangers. D'une part, et ensuite pour les actifs de bénéficier d'un taux de fiscalité avantageux au Portugal lorsqu'ils travaillent au Portugal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Alors, il y a plusieurs conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce statut. La première, quand on part, c'est de ne pas avoir été résident portugais au cours des 5 années précédant la demande. La deuxième, c'est de remplir les conditions pour être effectivement résident portugais pendant la durée de son séjour. Donc, ces conditions, il y en a 2. C'est d'abord passer la majorité de son temps au Portugal et d'autre part, y posséder une résidence habituelle. Enfin, ce n'est pas un statut qu'on obtient de droit. Il faut faire la demande de ce statut quand on arrive au ministère des Finances portugais. Et cette demande, il faut la faire avant le 31 décembre de l'année qui suit son arrivée au Portugal. Si on le fait plus tard, on ne pourra pas en bénéficier. C'est un régime de faveur qui va durer 10 ans, 10 ans non renouvelables. Bien sûr, si au bout de 10 ans, on retourne habiter 5-6 ans dans un autre pays, on revient, on remplit de nouveau les conditions, on peut de nouveau en bénéficier, mais en restant sur place, ce n'est pas renouvelable. Et ces 10 ans fermes, c'est-à-dire vous pouvez très bien repartir vivre 2-3 ans dans un autre pays pendant la période de 10 ans, revenir au Portugal et puis continuer d'en bénéficier pour les années qui restent. Enfin, on va voir qu'il y a pas mal d'exonérations, mais pour bénéficier de ce statut dans la durée, c'est important aussi de faire des déclarations au Portugal. On ne peut pas ne pas déclarer ses impôts. Le fait de faire ces déclarations, même si c'est 0, est important pour conserver le statut. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement de bénéficier de ce régime RNH ?
le principal avantage pour des Français qui s'expatrieraient là-bas, c'est de ne pas être fiscalisé au Portugal sur les revenus de sources étrangères, donc sur les revenus de sources françaises. Il y a une seule exception, c'est les retraites. Donc les retraites, elles ne bénéficient pas d'une exonération totale d'impôts au Portugal. Il y a un taux d'imposition de 10%. Donc quand on est au Portugal, on est retraité, on touche ses retraites françaises. Les retraites ne sont pas imposées en France. En revanche, elles ne sont imposées qu'au taux de 10% au Portugal. Et ça, c'est valable, c'est important, uniquement pour les retraites privées. Pour tout ce qui est retraite publique, pour ceux qui étaient fonctionnaires, qui étaient professeurs, qui étaient médecins, là, les retraites restent imposées en France. Donc, c'est un régime qui est avantageux pour les retraités. Pour les personnes qui s'expatrient au Portugal, mais qui continuent de bénéficier d'un salaire en France, alors on n'a là aussi pas d'impôt au Portugal. Par contre, on va avoir une retenue à la source en France sur les salaires qui va être assez élevée, en fait, qui va être presque plus pénalisante que le système de prélèvement à la source classique, du fait que le prélèvement à la source est calculé sans prendre en compte de quotient familial ou quoi que ce soit. Ce qui est vraiment avantageux pour les expatriés, c'est qu'on va avoir une exonération d'impôts au Portugal sur les revenus du patrimoine, donc sur les dividendes et les intérêts que vous allez pouvoir percevoir de la France ou d'autres pays. Aucun impôt au Portugal pendant 10 ans sur les intérêts, les dividendes. Il y aura simplement en France un prélèvement à la source qui sera pris sur ces revenus de l'ordre de 12%. Donc, au lieu d'être imposé à 30% en France sur des intérêts et des dividendes, quand on part au Portugal et qu'on continue de percevoir ces revenus, on est imposé moitié moins, 12%. Donc ça veut dire que pour des chefs d'entreprise qui auraient des holdings patrimoniales, par exemple, ça peut être pas mal d'attendre d'être expatrié au Portugal pour sortir le cash qu'on peut avoir dans les holdings pour bénéficier d'une imposition 2 fois moindre. En ce qui concerne les plus-values qu'on peut réaliser au Portugal, elles sont imposées au taux de 28%. Donc, c'est quasiment pareil qu'en France. En France, c'est 30. Au Portugal, c'est 28. Ça fait 2 points d'écart. Donc, il n'y a pas trop de différence pour ça. Quand on s'expatrie, si vous gardez un patrimoine immobilier en France, les revenus fonciers de ces biens vont continuer d'être imposés en France, parce que les biens immobiliers sont imposés sur leur lieu de situation. Par contre, ça va être un petit peu plus avantageux dans 90% des cas pour vous que quand vous êtes en France, puisque, pour rappel, on est imposé sur son bénéfice foncier, donc c'est la différence entre les revenus et les charges, et en France, ce bénéfice est imposé à la tranche marginale d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc concrètement, ça veut dire quasiment 50% d'impôts dès qu'on gagne plus de 30 000 euros par an, et ça peut monter à 60% d'impôts sur le bénéfice imposable dès lors qu'on est dans des tranches marginales un peu plus élevées. Quand vous serez au Portugal, il y aura un prélèvement qui sera de 20% ou 30% selon le niveau des revenus, plus un prélèvement social forfaitaire de 7,5%. Donc, ça veut dire une imposition totale soit à 27,5% des revenus fonciers, soit à 37,5% selon les montants, mais qui reste vraiment inférieure aux 50, 60 qu'on peut avoir quand on est résident fiscal français. Pour les personnes qui s'expatrient et qui gardent un contrat d'assurance vie en France, pour rappel, l'assurance vie, c'est une enveloppe de placement très intéressante puisque c'est une enveloppe dans laquelle les sommes qu'on place restent disponibles à tout instant. On peut faire des retraits, des versements quand on veut. Au sein de l'enveloppe, on peut investir sur n'importe quelle classe d'actifs. On peut investir sur des fonds actions, sur des fonds obligations, on peut investir en immobilier. Et il n'y a pas de fiscalité. Et le principe, c'est qu'il n'y a aucune fiscalité sur les gains qu'on a tant qu'on ne fait pas de retrait. En France, quand on fait un retrait sur son assurance vie, on est imposé sur le gain. On n'est jamais imposé sur le capital initial qu'on a versé. On est imposé sur le gain au taux de 30% si le contrat a moins de 8 ans. Si le contrat a plus de 8 ans, alors on est exonéré d'impôt sur le revenu pour un certain montant de plus-value. Donc, on va être imposé soit à 17,2% pour des montants de retrait faibles, soit à 24,7% pour des montants de retrait un peu plus forts. Donc, 30 ou 24. Quand on part en Portugal, le système de l'assurance vie au Portugal, c'est de base qu'on est imposé à 28% sur ces gains d'assurance vie. Donc, c'est un tout petit peu plus faible que le contrat français.
Par contre, là encore, si le contrat a plus de 8 ans, bah, on va bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus faible de 11%. Et là, ce sera plus avantageux que la France. Le petit détail au Portugal, c'est que pour bénéficier des exonérations pour durée des contrats, il faut que la majorité de l'argent qui a été versé sur le contrat ait été versé en durée de vie, pendant la première partie de la durée de vie du contrat. Mais retenez que de manière générale, c'est soit un peu plus avantageux l'assurance vie au Portugal, soit plus avantageux qu'en France. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les revenus des personnes actives, donc quelqu'un qui partirait au Portugal, qui voudrait poursuivre un emploi salarié ou se mettre en freelance, s'il exerce une activité dans un domaine précis, une activité qui est dite à haute valeur ajoutée, donc concrètement, ça comprend la majorité des professions, mais il y en a quand même qui ne sont pas dans la liste. Il y a une liste officielle qu'il faut regarder, il faut voir si votre activité correspond. Alors, vous allez avoir un taux fixe sur vos revenus portugais du travail qui est de 20%. Pendant 10 ans, vous serez imposé que à 20%, pas plus, pas moins, sur vos revenus portugais. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet d'échapper au barème de l'impôt sur le revenu portugais qui est beaucoup plus pénalisant que le barème français. Là, je vous ai mis à gauche le barème de l'impôt sur le revenu du Portugal, à droite, le barème sur l'impôt sur le revenu de France. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au Portugal, quand on ne rentre pas dans le régime RNH et qu'on n'exerce pas une activité habituelle, on va rapidement être imposé dans la tranche à 45%, puisque à partir de 37 000 € de revenus, je suis imposé à 45%. Alors qu'en France, pour atteindre 45%, ce qui est la tranche d'imposition maximale, bah, il faut quand même gagner 160 000 €. Donc, c'est un barème qui est beaucoup plus pénalisant rapidement. Le fait de rentrer dans le cadre du régime de faveur RNH permet d'échapper à ce barème, que ce soit pour les retraites françaises, que ce soit pour les revenus de source française qu'on a, ou que ce soit pour les revenus du travail au Portugal, si on est dans une activité à forte valeur ajoutée. Attention toutefois, parce que le régime, comme on l'a dit, il dure 10 ans. Donc, ça veut dire qu'à passer les 10 ans, vous retombez dans le régime normal d'imposition portugais. Donc, vous serez soumis à ce barème. Donc là, il peut y avoir des surprises en fonction des montants de revenus que vous aurez. Quand on part au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière. Donc pour rappel, en France, on est imposé à l'impôt sur la fortune immobilière quand son patrimoine immobilier mondial dépasse 1 300 000 €. Et donc, on a un pourcentage à payer tous les ans sur la valeur du patrimoine mondial. Quand vous vous expatriez au Portugal, on est toujours soumis à l'IFI sur les biens qu'on a en France, mais que les biens qui sont situés en France, d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que le Portugal n'a pas d'impôt sur la fortune immobilière, mais par contre a quelque chose qui s'y rapproche, c'est un impôt foncier supplémentaire, ça s'appelle l'AIMI. Et concrètement, c'est un impôt qui vient frapper les biens immobiliers situés au Portugal lorsque votre parc immobilier a une valeur supérieure à 600 000 € pour une personne seule, 1 200 000 € pour un couple. Ça ne concerne que les biens portugais. Et par contre, là encore, le barème d'imposition est quand même un peu plus fort que le barème français. L'autre gros attrait du Portugal, surtout dans une optique de transmission patrimoniale, bah, c'est l'exonération de droits de succession. Donc, en France, pour rappel, on est fortement taxé, très fortement taxé sur les successions. On est un des pays où on est les plus taxés. On a un abattement de 100 000 € par enfant qu'on peut transmettre en franchise de droit. Et ensuite, il y a un barème. Donc, on est imposé à 20% jusqu'à 550 000 €, 30% jusqu'à 900 000 € de patrimoine, 40% jusqu'à 1 800 000. Donc, c'est assez fort. Si jamais nos héritiers, c'est des neveux, des nièces, le frère, la sœur ou quelqu'un hors de sa famille, bah là, on va être imposé à des taux de l'ordre de 45, 55, 60%. Au Portugal, il n'y a aucun droit de succession pour les transmissions en ligne directe. Donc, je transmets à mes enfants, à mes parents, c'est 0. Et si je transmets à n'importe qui d'autre, on va avoir un droit de timbre de 10%. Mais ça reste totalement négligeable par rapport à la France. C'est vrai pour les successions en cas de décès, mais c'est aussi vrai quand on fait des donations. Donc ça, c'est un gros avantage. On va voir plus tard qu'il faut quand même pouvoir en bénéficier. Donc, si on fait un résumé de ce qu'apporte le régime de non-résidents portugais,
il apporte un système très avantageux pour les Français qui restent expatriés au Portugal, surtout sur les retraites. C'est très favorable aussi sur les crypto-monnaies, puisqu'il n'y a à ce jour aucun impôt sur les gains de crypto-monnaies au Portugal, même si c'est en train visiblement de changer, ça pourrait changer dans les mois, les années qui viennent. C'est avantageux pour tout ce qui est revenu du patrimoine, intérêts, dividendes. Bref, c'est avantageux dans presque tout le temps. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand le régime RNH se termine, au bout de 10 ans, on retombe dans une imposition au barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus du travail, les retraites françaises. Et sur les dividendes, les intérêts, on est imposé au Portugal à 28% quand on n'est plus dans le régime RNH. C'est un tout petit peu moins moyen, un petit peu mieux que la France, où c'est 30%, mais c'est à peu près similaire. Donc voilà pour ce régime de faveur qui est avantageux. Maintenant, un petit mot sur les points de vigilance à avoir quand on s'expatrie. Donc le premier point de vigilance à avoir, c'est pour bénéficier des avantages portugais, il faut que je sois considéré comme résident fiscal portugais. Et donc la question, c'est est-ce que je vais être considéré comme résident fiscal portugais ou français? Donc on a vu qu'au Portugal, il n'y avait pas de droit de succession. En réalité, ça peut être compliqué d'échapper à ces droits de succession, même si on part au Portugal, parce que dès lors que vos héritiers sont en France, donc si vos héritiers sont en France et que vous êtes au Portugal, de toute façon, vos héritiers ils vont être taxés aux droits de succession sur l'ensemble de votre patrimoine mondial. Et si jamais vous êtes au Portugal, vos héritiers ne sont pas en France, mais vous avez gardé des biens immobiliers en France, la France va taxer, des biens en France, qu'ils soient immobiliers ou financiers, la France va taxer votre patrimoine situé en France, que ce soit bien immobilier, compte courant, contrat d'assurance vie, plus maintenant, mais ça pourrait revenir. Voilà, donc le seul moyen en fait de bénéficier de ces exonérations de droits de succession totalement, de transmettre un patrimoine en franchise de droit, si c'est l'objectif quand on s'expatrie, c'est de ne pas être résident fiscal au moment de son décès, d'une part, de ne pas avoir ses héritiers en France, d'autre part, et d'avoir aucun patrimoine en France en troisième lieu. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Souvent, on va quand même rester redevable de la France sur les droits de succession. Il ne suffit pas de partir au Portugal pour bénéficier de ça. D'autant que ce qui va définir que vous êtes, du point de vue des successions ou des revenus, résident fiscal français ou résident fiscal portugais, c'est un certain nombre de critères. Donc, pour les successions, il n'y a aucune convention fiscale entre la France et le Portugal. Donc, la France, en fait, va vous considérer comme résident fiscal et donc vous imposer aux droits de succession en France dès lors que vous répondez à un des critères suivants. Donc, soit vous avez votre foyer en France, ce ne sera pas le cas si vous êtes expatrié. Soit vous exercez une activité professionnelle principale en France. Ça, a priori, ce n'est pas le cas si vous vous expatriez aussi, mais si vous êtes salarié d'une entreprise française, par exemple, en étant au Portugal, ça va être le cas. Mais surtout, si vous avez en France le centre de vos intérêts économiques. Donc ça veut dire que si vous décédez au Portugal, même si vos héritiers ne sont pas au Portugal, mais que vous avez la majorité de votre patrimoine situé en France, la France va dire, monsieur, madame, nous, on considère que vous êtes résident fiscal français, donc on va vous imposer aux droits de succession en France. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus simple. On va juste regarder d'abord où est-ce que vous avez un foyer d'habitation permanent. Un foyer d'habitation permanent, c'est un pied-à-terre, en fait. C'est une résidence où vous pouvez aller habiter quand vous voulez. Si vous avez plus de logements en France accessibles, vous n'avez qu'un logement au Portugal où vous habitez, là, de fait, vous allez être considéré comme résident portugais. Par contre, si vous avez gardé un pied-à-terre en France, vous avez votre logement au Portugal et vous avez gardé un bien dans lequel vous pouvez potentiellement aller dormir quand vous voulez, que ce soit propriété, que ce soit un bien locatif, là, vous allez avoir une résidence habituelle dans les deux États. Du coup, on va regarder d'autres critères qui sont où sont vos centres d'intérêt vitaux. Donc là, on va s'intéresser à votre situation personnelle. On va regarder où est le siège de vos affaires, où sont scolarisés vos enfants, où est-ce que vous faites le plus de dépenses avec vos cartes de crédit, où est-ce que vous êtes intégré. Et en fonction de ça, on va définir si vous êtes résident portugais ou résident français. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plus simple quand on veut s'expatrier et bénéficier des avantages du Portugal,
Pour tout ce qui concerne les revenus, déjà, c'est de ne pas garder de pied-à-terre en France. Si on ne garde pas de pied-à-terre en France, on est sûr déjà d'être considéré comme résident portugais du point de vue de la Convention de l'impôt sur le revenu. Et ensuite, pour les successions, le seul moyen, c'est d'avoir le moins possible de patrimoine en France. Quelques points de vigilance à avoir en cas d'expatriation sur les aspects civils et fiscaux. Donc, le premier point, c'est qu'on a beaucoup parlé de fiscalité, mais il y a aussi la question de quel droit va s'appliquer si vous avez si vous décédez au Portugal ou si vous simplement voulez divorcer. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément le droit français qui va s'appliquer. Donc, il faut anticiper les choses avec un notaire, avec un avocat, avec un conseil en gestion de patrimoine, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au moment de votre décès. Donc, un exemple simple, quand on décède en France, il y a une part qui va au conjoint, une part qui va aux enfants, sauf si on prend des dispositions pour aménager. Et ces droits ne sont pas les mêmes au Portugal qu'en France. Donc, si aujourd'hui, ce qui se passe quand on décède, c'est que par défaut, c'est la loi de situation du pays dans lequel on est qui va s'appliquer. Donc, si on décède au Portugal, ça va être la loi portugaise qui va s'appliquer, qui va avoir des différences avec la loi française. Si on veut être sûr que la loi française s'applique, ce qui est en général plus intéressant puisque c'est quelque chose qu'on connaît, il faut faire un testament au Portugal qui dit qu'on veut que ce soit la loi française qui s'applique. De même, pour les régimes matrimoniaux, pour les personnes qui sont mariées entre le 1er septembre 1992 et le 28 septembre 2019, il y a un système de changement automatique de régime matrimonial quand on va habiter plus de 10 ans dans un pays étranger. Donc là encore, si on veut être sûr que ce soit le contrat de mariage français qui s'applique et les dispositions françaises, il faut s'assurer qu'on ait bien désigné son régime matrimonial avant de partir ou quand on y est, pour être sûr simplement que ce soit ce qu'on veut qui s'applique. Dernier point de vigilance à avoir, l'exit tax. Pour les personnes qui détiennent une participation majoritaire dans une entreprise, plus de 50%, ou qui ont un portefeuille titre de plus de 800 000 euros de patrimoine, quand on s'expatrie, il faut faire une déclaration de ces plus-values latentes et potentiellement, quand on part au Portugal, il n'y a aucun argent qui est demandé ou quoi que ce soit, mais potentiellement, si vous revendez vos titres rapidement après votre expatriation, la France peut exiger la taxation de ces plus-values. En tout cas, c'est une déclaration qui est à faire avant le départ. Dernier mot sur ce chapitre. On nous demande souvent de quelle caisse de sécurité sociale on relève lorsqu'on s'expatrie. Alors, si on s'expatrie en tant que retraité, on passe sa retraite au Portugal, vous allez rester rattaché à la caisse de sécurité sociale française. Donc, ça veut dire vous allez quand même devoir vous inscrire à la caisse portugaise, mais c'est quand vous revenez en France, vous pouvez revenir à tout instant pour vous faire soigner quand vous voulez. Si vous allez dans d'autres pays, c'est la France qui va être responsable de la prise en charge de vos droits. Par contre, quand on part au Portugal en tant qu'actif pour y travailler, là, on ne relève plus du tout de la sécurité sociale française, on relève totalement de la sécurité sociale portugaise, que ce soit au Portugal, quand on revient en France en vacances pour des courts séjours ou partout dans le monde. Donc, il faut penser pour ces personnes-là qu'il y a une possibilité qui est de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger, qui permet d'assurer une continuité de ces droits, tant du point de vue du remboursement des soins que du point de vue de la cotisation au trimestre pour la retraite. Donc voilà pour ce long chapitre. Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que c'est un système que le système portugais résident non habituel est avantageux dans son ensemble. Il y a juste un point, c'est qu'il ne faut pas partir au Portugal pour se dire on ne va pas payer de droits de succession. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans la plupart des cas et si on ne s'organise pas pour. Donc, une succession, ça s'organise vraiment en amont par des donations, par des contrats d'assurance vie, ça peut être par de l'investissement en forêt, mais ce n'est pas le simple fait de partir au Portugal qui fait qu'on ne va pas payer de droits de succession. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est OK, je pars au Portugal. Comment j'organise mon patrimoine par rapport à cet ensemble de données? La première question qu'on va se poser en général, c'est quoi faire de ces biens immobiliers? Qu'est-ce que je fais de ma résidence principale en France si j'en étais propriétaire? Est-ce que je la vends?
Est-ce que je la garde comme pied à terre? Est-ce que je la mets en location? Si oui, nu ou meublé? Et qu'est-ce que je fais de mon patrimoine immobilier locatif? Donc déjà, il n'y a pas de bonne réponse pour ce qui concerne l'immobilier. Souvent, il y a beaucoup d'affect avec les biens immobiliers qu'on a pu acheter, donc on ne va pas toujours prendre des décisions rationnelles. Donc moi, là, je vais simplement donner quelques éléments concrets. Après, bien sûr, c'est à regarder au cas par cas en fonction de la situation de chacun. C'est évident que c'est important de détenir de l'immobilier dans son patrimoine. Maintenant, ça n'a pas forcément de sens d'avoir que l'immobilier. Et quand on s'expatrie, ça n'a pas forcément de sens d'avoir la moitié de son patrimoine constitué de biens immobiliers en France. Alors, quelques points de réflexion. Donc d'abord, sur le sujet de la résidence principale. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on garde un pied-à-terre en France, un pied-à-terre, donc un bien dans lequel on peut aller quand on veut, ça va être considéré comme résidence habituelle. Donc, on ne va pas automatiquement être résident fiscal portugais. Il va falloir aller dans le détail d'autres choses de votre vie personnelle et s'assurer que vous êtes vraiment intégré au Portugal. Le fait de ne pas avoir de pied-à-terre, donc de ne pas avoir de bien en libre accès, si c'est un bien si votre résidence principale, vous la mettez en location, elle n'est plus en libre accès, ça permet déjà d'être sûr, du point de vue de la Convention franco-portugaise, d'être considéré comme résident fiscal portugais et de ne pas avoir de soucis sur l'application du régime RNH. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on a du patrimoine immobilier en France, donc pour rappel, c'est taxé en France. Donc ça, on l'a dit. Autre point, pour moi, pour l'immobilier, il faut raisonner de manière rationnelle, c'est-à-dire il faut regarder vraiment la rentabilité nette des biens. La rentabilité nette, c'est ce qui reste dans votre poche après paiement des taxes, après paiement des frais et charges liés à l'exploitation du bien. Et regardez si le rendement qu'on a, donc le loyer, ce qui nous reste dans la poche à la fin du mois, est bien satisfaisant et proportionnel par rapport aux sommes qui sont immobilisées dans ce bien. Donc concrètement, si on a des rendements de 2% net, 3% net, on peut se poser la question de l'utilité de conserver ces biens aujourd'hui, puisqu'il existe des moyens d'investir dans l'immobilier, comme les SCPI par exemple, où on n'a rien à faire, on a un loyer qui tombe sur son compte tous les mois qui va vous rapporter 5%. Donc je dirais, il faut regarder en fait combien vous rapportent vos biens par rapport à des solutions dans lesquelles vous n'auriez rien à faire ou qui vous évite la contrainte de gestion. Quand on est en phase de constitution de patrimoine, l'immobilier, quand on est actif, qu'on emprunte pour acheter des biens immobiliers, l'immobilier, c'est un super levier pour développer son patrimoine puisqu'on va pouvoir acquérir des biens qui vont être financés par d'autres. Par contre, quand on arrive à des âges un peu plus âgés, à la retraite, qu'il n'y a plus cet effet de levier du crédit, qu'on veut avoir des revenus complémentaires, qu'on veut simplifier la gestion de son patrimoine immobilier, là, on peut se poser la question de faire des arbitrages. Donc ça, c'est des points relatifs à la gestion. Ensuite, il y a des choses concrètes dont on peut bénéficier quand on s'expatrie. Vous savez que quand on revend sa résidence principale, on a une exonération d'impôt sur la plus-value. Cette exonération d'impôt sur la plus-value, on en bénéficie aussi si on part au Portugal. Et on en bénéficie jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit son expatriation. Donc, on a un peu plus d'un an pour vendre son bien, tout en étant exonéré de la plus-value. C'est pas mal, dans certains cas, c'est pas mal de bénéficier de cette exonération. Ce qui est sûr, c'est que si vous partez au Portugal, vous mettez votre résidence principale en location pendant 2 ans parce que vous ne savez pas bien ce que vous voulez en faire. Au bout de 2 ans, finalement, vous décidez de la vendre. Là, vous n'avez plus le droit à cette exonération d'impôt sur les plus-values. Donc, c'est un peu dommage pour une période d'1 an, 2 ans. L'autre chose, si jamais vous gardez quand même un pied-à-terre en France, ce qu'on ne conseille pas, mais si vous voulez le faire, c'est que ça devient une résidence secondaire et donc vous allez avoir une majoration de 40% de la taxe foncière, donc ça va augmenter vos charges. Et enfin, dans les points positifs quand on est expatrié, sachez qu'à chaque fois qu'on vend, la première fois que vous allez vendre un bien immobilier dans les 10 ans de votre expatriation, vous allez avoir une exonération de 150 000 € sur la plus-value imposable, quel que soit le moment où vous vendez le bien, quel que soit le bien, si c'est votre première vente immobilière dans les 10 ans de votre expatriation. Donc ça, c'est un point dont les expatriés peuvent bénéficier, que les Français résidents n'ont pas, auquel les Français résidents n'ont pas droit. Donc voilà ce que je pouvais dire
Sur l'immobilier, juste rappeler qu'il y a des alternatives à la détention de l'immobilier en direct, en complément ou en alternative. Donc, ça peut être les SCPI internationales qui seraient investis dans des biens hors de France pour échapper à l'impôt en France. Ça peut être des fonds de capital investissement qui vont investir sur des stratégies de value added, donc sur la transformation de biens. Ils vont acheter des biens soit en mauvais état, les transformer, les retaper, soit complètement transformer des biens, c'est-à-dire acheter des bureaux et les transformer en logement, par exemple. Et ça, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes en termes de gains long terme et qui permettent d'investir dans l'immobilier sans être imposé à l'impôt sur la fortune immobilière. En ce qui concerne l'épargne financière, donc quand on s'expatrie au Portugal, on peut garder, en fait, juridiquement, on peut garder tous ces livrets français, livret d'épargne, livret A, compte sur livret, etc. Les deux seuls qu'on n'a pas le droit de garder juridiquement, c'est le livret d'épargne populaire et le LDDS, qui ne peut pas être détenu par des étrangers. Pour ce qui concerne le plan épargne action, qui, pour rappel, quand on est en France, permet de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, sur les plus-values qu'on fait lorsqu'on vend des actions européennes. On peut le conserver quand on s'expatrie. Il ne va pas être clôturé, il va continuer de vivre. Par contre, il va perdre son intérêt tant que vous êtes expatrié, puisque si vous êtes au Portugal, que vous vendez des actions en France, que ce soit dans le PEA ou hors PEA, vous allez être imposé à 28%. Donc, on peut se poser la question, si on s'expatrie définitivement, on peut se poser la question de réallouer les sommes vers d'autres enveloppes, comme l'assurance vie luxembourgeoise, par exemple. Si on sait qu'on s'expatrie 5-6 ans et qu'on va revenir en France après, ça peut être intéressant de garder quand même l'enveloppe ouverte pour garder l'antériorité fiscale et retrouver ses avantages quand on revient en France. Il y a une enveloppe qui peut être intéressant d'utiliser lorsqu'on part au Portugal, c'est le PER, les plans épargne retraite. Pour rappel, les plans épargne retraite, c'est quelque chose qu'on ouvre en France pour préparer sa retraite, comme le nom l'indique, mais ça fonctionne comme une assurance vie. Donc, on fait des versements. À l'intérieur de l'enveloppe, l'argent va être investi sur ce qu'on veut, des choses plus ou moins pas du tout risquées, des choses un peu risquées, des choses très risquées. Par contre, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Le principe, c'est que les sommes qu'on verse permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt assez forte. Quelqu'un qui est dans une tranche d'imposition en France à 30% et qui va verser 1 000 € sur son PER, il va économiser 300 € d'impôt l'année du versement. Donc, quelqu'un qui verse 10 000 €, il économise 3 000. Quelqu'un qui est dans une tranche à 41%, il va économiser 410 € s'il verse 1 000, 4 100 € s'il verse 10 000. Et donc, plus on est imposé, plus on a une économie d'impôt forte l'année où on fait le versement. Quand on reste en France, ce n'est pas vraiment une exonération d'impôt totale parce que quand on va être retraité, qu'on va ressortir les sommes qu'on a versées, elles vont être réimposées l'année du retrait. On va en général quand même avoir un gain parce que quand on est retraité, on a moins de revenus, donc on va être imposé moins fortement que quand on est actif. Donc, on va souvent défiscaliser à un taux plus fort quand on verse et être refiscalisé à un taux plus faible. Néanmoins, ces sommes, elles vont être refiscalisées quand vous allez les ressortir à la retraite. Si vous partez au Portugal, vous êtes retraité, vous avez le droit de débloquer votre plan épargne retraite. Il y aura les sommes que vous allez retirer, elles vont être fiscalisées comme les retraites dans le cadre du statut RNH. Donc, vous n'aurez qu'un impôt de 10% à payer sur ce capital retiré. Là où un Français va payer 30%, un Français résident français va payer 30% en général. Donc là, il y a un gain énorme, un gain d'opportunité en fait à avoir. Donc, si vous avez la possibilité par rapport à vos plafonds, si votre patrimoine permet d'immobiliser des sommes, ça peut être intéressant de maximiser vos versements PER épargne retraite avant le départ au Portugal, en se disant que quand on sera à la retraite au Portugal, on va ressortir les sommes avec une fiscalité vraiment très légère. Et du coup, on aura bénéficié à 100% de l'effet optimisation fiscale, là où un résident français en bénéficie, mais va être taxé en sortie. En ce qui concerne les contrats d'assurance vie français qu'on peut avoir, il n'y a pas de contraintes juridiques à les garder. Ils sont tout à fait reconnus au Portugal.
donc il n'y a pas d'obligation de les fermer. Par contre, d'abord, si vous voulez faire des nouveaux versements ou quand vous voulez faire des retraits, ça va être compliqué auprès des compagnies d'assurance. À chaque fois, il va falloir justifier de vos statuts de non-résident. Donc, administrativement, ça va être beaucoup plus lourd. Et deuxièmement, encore une fois, vis-à-vis des droits de succession, un contrat d'assurance vie français, c'est de l'argent situé en France. Jusqu'à il y a 5 ans, tous les contrats d'assurance vie situés en France étaient imposés en France, quoi qu'il arrive, aux droits de succession. Ça a changé aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Néanmoins, ça pourrait très bien rechanger demain. Donc, on n'a pas de sécurité sur le traitement fiscal de l'assurance vie française en cas de décès quand on est non-résident. Donc, nous, ce qu'on conseille quand on s'expatrie, et ce qu'on conseille d'ailleurs de manière générale dans l'absolu, c'est de privilégier des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois plutôt que des contrats français. Quand on est en France, qu'on souscrit un contrat luxembourgeois, ce n'est pas plus contraignant, hein, c'est aussi simple et ça donne exactement la même chose qu'un contrat français. Mais néanmoins, ça a beaucoup d'avantages. Il y en a 4. Le premier, c'est la sécurité qui va être beaucoup plus forte que sur un contrat français. Le deuxième, c'est la neutralité fiscale. On a un contrat qui, quand on change de pays, va automatiquement s'adapter aux droits et à la fiscalité locale sans qu'on ait rien à faire. Donc, si vous déménagez au Portugal avec un contrat français, vous allez continuer d'avoir des prélèvements en France sur vos gains et continuer d'avoir affaire à la France. Si c'est un contrat luxembourgeois, tant que vous êtes résident au Portugal, finalement, vous n'avez plus rien à faire avec la France sur les sommes qui sont placées. Et le troisième gros avantage, c'est la gestion qui va être beaucoup plus sur mesure et qui permet beaucoup plus de choses que celle d'un contrat français. Alors, je reviens rapidement sur l'aspect sécurité. Olivier, ouais. Avant que tu passes à un autre sujet, il y a une dame qui a posé la question, est-ce que les contrats suisses sont aussi intéressants que les contrats luxembourgeois? Alors non. Bon, d'abord, bien sûr, faut regarder, mais de manière générale, non, et donc je vais développer ma réponse maintenant. Donc concrètement, d'un point de vue de la sécurité des sommes, le Luxembourg, c'est l'endroit le plus sûr au monde, je dirais quasiment, en tout cas de manière certaine en Europe, Suisse y compris, pour y loger son argent, bien plus sûr que la Suisse et bien plus sûr que la France. Donc ça, c'est pourquoi. Bon, je réponds pour la France, mais c'est un peu aussi valable pour la Suisse. Donc, d'abord, il faut savoir, quand on a un contrat de droit français, vous avez dû entendre parler de la loi Sapin 2. C'est une loi qui permet à l'assureur, en cas de crise économique, où il y aurait des problèmes, ça permet à l'assureur de vous empêcher de faire des retraits sur votre contrat pendant 1 an renouvelable. Donc déjà, s'il y a une crise économique importante, une nouvelle crise financière qui se passe, on peut vous dire, monsieur, madame, on vous interdit de retirer votre argent. C'est une durée limitée, mais c'est quand même 1 an, ça peut être renouvelable et rien ne dit que ça ne puisse pas être prolongé. Quand on a un contrat de droit luxembourgeois, forcément, on n'est pas soumis à cette loi, donc personne ne peut vous empêcher de retirer votre argent. Ensuite, l'autre point sur la sécurité, c'est le risque de faillite de l'assureur. En France, quand on a un contrat d'assurance vie, votre argent, il est en fait dans les comptes de l'assureur. Il n'est plus à vous. Il est dans les comptes de l'assureur et vous avez une créance sur l'assureur. Si l'assureur fait faillite, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent parce que vous êtes parmi les créanciers de l'assureur. Donc, les créanciers, il va y avoir l'État, il va y avoir ses salariés, il va y avoir tous ceux qui lui doivent de l'argent. Et vous n'allez récupérer de l'argent que si tous les créanciers qui sont avant vous sont remboursés. Et en France, vous êtes au 6e rang. Donc, il y a 6 types de personnes devant vous qui vont être remboursées avant que vous récupériez votre argent en cas de faillite de l'assureur. Il y a un fonds de garantie qui est prévu pour pallier à ça à hauteur de 70 000 € par assuré et par compagnie. Mais il faut savoir que ce fonds, même s'il existe sur le papier, de toute façon, il n'est pas en mesure de rembourser les assurés parce qu'il n'est pas assez pourvu dans le cas où on serait dans une crise qui entraînerait des faillites d'assureurs. Alors, on peut se dire qu'une faillite d'assureur, ce n'est pas possible. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se produire, mais sur le papier, c'est quelque chose qui peut se produire. Ne serait-ce que, il faut imaginer que si, par exemple, il y avait un État européen qui faisait faillite, c'est-à-dire qui arrêtait de rembourser sa dette, donc par exemple, le Portugal décide d'arrêter de rembourser sa dette, la Grèce décide d'arrêter de rembourser sa dette encore une fois,
Voilà. Ça pourrait avoir un impact sur ce qu'on appelle le fonds euro à capital garanti de l'assureur. Ça pourrait entraîner des pertes importantes et qui pourrait entraîner par effet de cascade des faillites d'assureurs. En France, au Luxembourg, on a un système vraiment ultra sécurisé. Donc d'abord, quand vous avez un contrat d'assurance vie, l'argent n'est pas du tout dans les comptes de l'assureur. Votre argent, il est déposé sur un compte dans une banque dépositaire. Ce compte, il est totalement séparé de l'assureur et il est également ségrégué au sein de la banque. Il n'est pas mélangé aux autres actifs de la banque dans laquelle vous déposez votre argent. Donc, si l'assureur fait faillite ou si la banque fait faillite, votre argent n'est pas mélangé avec ces établissements. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un super privilège qui fait que de toute façon, dans un scénario vraiment catastrophe, vous êtes prioritaire pour récupérer votre argent par rapport à tous les autres créanciers, là où en France, vous êtes 6e. Il y a un système de triangle de sécurité, ça s'appelle triangle de sécurité parce qu'en gros, voilà, votre argent, il est dans un compte séparé, il y a l'assureur qui gère votre contrat et il y a un organe de l'État luxembourgeois, qui est un commissaire aux assurances, qui va contrôler de manière très stricte tout ça, et l'assureur et la banque dépositaire. Si jamais il y avait la moindre alerte auprès d'un de ces deux établissements, il peut empêcher et l'assureur et la banque de faire des retraits sur les comptes bancaires. Donc, en gros, il y a une sécurité XXL et l'État luxembourgeois est noté AAA. C'est la meilleure note possible en termes de solvabilité. Et à titre de comparaison, la France, c'est un rang en dessous. Donc ça, il n'y a aucun autre pays, y compris la Suisse, qui offre ce niveau de sécurité. Donc, ensuite, un instant, je t'interromps, Olivier. Ouais. Donc, Rose, je pense qu'on a répondu à votre question et Isabelle avait posé la question donc, en ce qui concerne le contrat d'assurance vie de droit portugais. Je pense que là aussi, on a répondu à la question. Donc, en fait, ce que toi, tu préconises, Olivier, c'est le contrat luxembourgeois. Il n'y a rien à faire. Oui, parce que pour la sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, en termes de possibilités de gestion, donc là, sur un contrat d'assurance vie classique, que ce soit au Portugal ou en France, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, on a un choix entre un certain nombre de supports de placement qui est limité par l'assureur. Là, il y a un avantage à passer par des conseillers tels que nous par rapport à votre banque. Désolé pour la sirène des pompiers. Quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie auprès d'une banque, souvent, vous allez avoir comme choix de placement que les fonds de la banque. Quand on passe par un conseiller en gestion de patrimoine, déjà, vous avez un choix entre 1000 fonds de plein de sociétés de gestion différentes et on peut faire une allocation qui va être plus performante dans la durée. Mais on est quand même limité par un nombre de fonds défini par l'assureur. En général, il y a 1000 supports dans les bons contrats. Quand on est au Portugal, il y a une assurance vie luxembourgeoise. Il n'y a aucune limite. On peut faire vraiment du sur-mesure. Donc, on peut avoir tout ce qu'on a dans un contrat français, mais en plus, on peut avoir accès aux meilleurs fonds de private equity mondiaux pour des tickets à partir de 100 000 euros, par exemple. On a des fonds très bons de private equity. On peut avoir des actions en direct dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, ce qui n'est pas possible dans un contrat de droit français. On peut faire des mandats de gestion auprès de différentes banques selon les montants, mais on peut avoir accès à des banques de gestion de fortune différentes. Quelqu'un qui a un patrimoine important, au sein de la même enveloppe, au sein du contrat luxembourgeois, peut avoir différents mandats de gestion auprès de banques privées, auprès de sociétés de gestion qui vont gérer avec vraiment du sur-mesure. Et ça n'existe dans aucun autre contrat. Ça permet en fait, dans une seule enveloppe, d'avoir accès à plein de placements différents et de faire une allocation vraiment sur-mesure qui correspond à ses horizons de placement, à son profil de risque, à ses besoins, en piochant dans tout ce qui existe et pas seulement dans une quantité restreinte d'investissement. Et pour les contrats d'assurance vie portugais, donc là, si vous êtes au Portugal, vous souscrivez un contrat d'assurance vie portugais, on va avoir les mêmes types de contraintes en termes de gestion que sur le contrat français. Et je réinsiste bien aussi que si vous allez au Portugal, vous savez pas, aujourd'hui, on ne sait pas, en fait, vraiment, on peut avoir le projet d'y rester toute sa vie, mais bon, si ça se trouve, on va être amené à aller dans un autre pays. Et l'assurance vie luxembourgeoise a ceci de spécifique qu'elle s'adapte vraiment automatiquement à la réglementation et à la fiscalité du pays dans lequel vous allez. Donc demain, vous partez vivre aux États-Unis, ça s'adapte à la fiscalité américaine et vous n'auriez plus rien à voir avec le Portugal ou la France. Voilà. Donc voilà pour ce sujet contrat luxembourgeois. Donc
Sur le sujet organisation patrimoniale, je rappellerai juste que donc, quand on a le système RNH, on est exonéré d'impôts sur ses revenus de type intérêt, dividende au Portugal pendant 10 ans. Il y a un prélèvement à la source en France de 12%, mais c'est quand même assez faible. Donc, c'est vrai que des stratégies qui consistent à privilégier des placements qui vont vous générer des revenus complémentaires sous forme d'intérêt, ça peut être pas mal. Donc là, j'en cite deux. Il y a une solution qui est le crowdfunding, mais le crowdfunding, c'est on place de l'argent pendant 2 ans, 5 ans sur un projet. En contrepartie, on a une rémunération et un intérêt qui tombe sur son compte tous les mois. Ça peut être très risqué si on investit dans des startups, mais il peut y avoir un risque très contrôlé si on le fait, par exemple, sur des projets immobiliers où on va avoir des garanties derrière sur les biens, sur le patrimoine du promoteur, ou dans des secteurs porteurs où on aime bien en ce moment le secteur des énergies vertes, où il y a quand même une tendance de fond porteuse pour ce secteur, que ce soit en termes de besoin d'indépendance énergétique ou que ce soit le besoin de développement d'énergie durable. Et l'autre qu'il ne faut pas négliger, c'est les SCPI. Les SCPI internationales, des SCPI qui soient récentes, qui investissent de manière très diversifiée en termes de zone géographique, en termes de type de biens. Aujourd'hui, on a des rendements nets d'impôts de 4,5% sans problème. Donc, on peut se poser la question de pourquoi s'embêter à aller acheter des biens, s'embêter avec la gestion, si ce n'est pas pour avoir un rendement supérieur à celui-là. Dernier chapitre que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est quelles solutions de financement on peut avoir si on veut acheter un bien au Portugal. En fait. Donc déjà, il faut distinguer deux cas. L'idéal, quand vous voulez acheter un bien au Portugal, si vous êtes résident fiscal français, c'est de le faire avant de partir. Parce que avant de partir depuis la France, en étant résident français, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités de financement qu'une fois au Portugal. Donc, quand on est en France, on a deux solutions. La première solution et la mieux, c'est d'aller voir des banques portugaises. Et là, on peut avoir auprès de certains établissements des offres très intéressantes. On peut emprunter aujourd'hui sur 25 ans à taux fixe à des taux de l'ordre de 1,65 avec un apport assez faible, juste les frais de notaire. La seule contrainte, c'est qu'il faut déjà être propriétaire d'un bien en France. Alors, ça ne veut pas dire que la banque va prendre forcément une hypothèque sur ce bien en France. Il y a des solutions avec une caution SACEF où vous n'allez pas avoir à hypothéquer votre bien. Néanmoins, c'est un système de cautionnement qui ne marche que si vous êtes déjà propriétaire d'un bien en France. Donc, il y a cette solution, des bonnes solutions de banques portugaises avec des conditions qui vont s'approcher d'un crédit français. Il y a la solution hypothécaire. Donc là, vous avez déjà un bien en France. Vous empruntez auprès d'une banque pour l'achat d'un bien au Portugal et la banque va prendre une hypothèque sur votre bien français pour financer le bien portugais. Il y a des banques portugaises en France qui acceptent aussi de faire du crédit hypothécaire pour les personnes qui ne sont pas déjà propriétaires en prenant directement une hypothèque sur le bien au Portugal. C'est un peu plus rare, mais ça existe, qui vont vous prêter à taux fixe en France et qui vont prendre une garantie sur le bien au Portugal. Et enfin, il y a la solution d'emprunter au Portugal une fois qu'on y est. Là, il faut savoir que c'est quand même des conditions qui sont beaucoup moins avantageuses. Donc d'abord, on va vous demander un apport très important. Souvent, il faut 40, ça peut être 30%, mais on va dire que souvent, il va vous falloir 40% d'apport pour obtenir un crédit dans une banque portugaise. On va être sur des durées très longues. Au Portugal, on peut emprunter sur 40, 50, 60 ans. On peut emprunter aussi sur moins, mais moi, j'ai vu des cas où les banques ont obligé la personne à prendre une durée de 30 ans alors qu'elle voulait une durée de 20 ans, par exemple. Donc, des durées beaucoup plus longues, donc un coût plus long, et surtout un système de taux variable. Donc, la plupart du temps, quand vous empruntez au Portugal, vous allez avoir un taux indexé à l'Euribor. Il y a des cas où on peut avoir un mix entre taux fixe et taux variable. C'est-à-dire votre crédit, on va vous dire, voilà, votre taux, c'est la moitié un taux fixe et le reste un taux variable. Il faut savoir et il faut se rappeler qu'on est dans une période de hausse de taux. Donc, hausse de taux dit hausse des taux d'intérêt variables. Donc, ça veut dire qu'on n'est jamais sûr de la mensualité qu'on va régler dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, ce n'est pas hyper sécurisant. Donc, voilà, le mieux, c'est de s'occuper de ça avant
votre départ de France, si vous pouvez. Et nous, on travaille avec des courtiers qui ont des offres assez intéressantes pour un résident fiscal français. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire. C'était